Dimanche 11 décembre 2022, nous sommes au lendemain de la célébration de la journée des droits de l'homme, une journée précédée de la journée internationale de lutte contre la corruption, deux journées pour un monde plus juste, plus égalitaire et plus humain. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre au D12 de Pyramide FM. Un cadre d'expression pour les acteurs publics mais aussi les populations. Il se veut surtout un symbole de liberté. En réalité, droits de l'homme rime avec liberté. Les libertés fondamentales notamment, celles de manifestation, sont depuis quelques années au cœur d'une vaste problématique au Togo. Les manifestations publiques des partis politiques et associations restent en deuil. C'est le préfet du Golfe qui a notifié la dernière annonce au Front citoyen Togo Debout. Le Front citoyen Togo Debout, en tant que tel, n'a pas d'assistance juridique, exhibe le commissaire divisionnaire avant de dégainer le coup fatal. Votre déclaration en l'état n'est pas recevable. Quel est l'état du respect des droits de l'homme dans le pays? La torture, les détentions abusives, les mauvais traitements sont-ils sur le déclin? Quid de la lutte contre la corruption? En vérité, la lutte contre la corruption doit pouvoir s'allier avec courage et détermination. Au Togo, cette détermination est affichée notamment par les pouvoirs publics et les associations. Mais comment comprendre dans le même temps que le pays reste un des temples dans lesquels les homélies peinent à pénétrer les cœurs? Les dessous des tables, les pots de vin et autres taméans circulent sans gêne dans les rues et dans les services. Un phénomène structurel, il sape d'ailleurs les multiples annonces et initiatives des autorités. Ces dernières sont aux avant-postes des multiples rencontres inter et nationales de Lomé. D'où cette question, notre ville n'est-elle pas redevenue Lomé, capitale des grandes conférences et rencontres internationales de Lomé? Les regards des officiels sont probablement déjà tournés vers Washington, où se tient à partir de mardi le sommet États-Unis-Afrique. Le continent africain a façonné notre passé, façonne notre présent et façonnera notre avenir, a entonné Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Pourquoi notre continent est-il si attirant pour les autres, mais n'attire plus vraiment des milliers de ses fils et filles? C'est une de ses filles, Fortune Eiram Kolagbe du Togo, partie pour ses études, s'installer en France, qui a trouvé la mort cette semaine. Elle a été assassinée. 2022 aura été une année de multiples assassinats, meurtres et tueries aveugles. Elle est en train de s'achever sur quelques notes plus gaies et plus légères. Exemple de mademoiselle Chimène Moladia qui devient Miss Togo. Elle a été élue ce samedi. Exemple aussi du Maroc, de la Croatie, de l'Argentine et de la France qui se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football. Mes invités pour notre traditionnelle émission autour du 10 décembre sont les défenseurs des droits de l'homme. Maître Claude Amégan de Cassis Togo et Aimé Adi de Amnesty International Togo. Chers invités, bonjour. Bonjour, bonjour Pierre. Comment vous allez? Oui, nous allons bien. Curieusement, je vois Claude Amégan, Maître Claude Amégan de Cassis Togo en maillot du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que cela signifie? C'est toujours la célébration des droits de l'homme qui continue. Hier, au niveau du CACID, nous avions organisé la nuit des droits de l'homme avec des prix qui ont été donnés à certains acteurs. Et aujourd'hui, nous continuons avec un gala de football. Vous savez que le football est unificateur et crée la cohésion sociale. Et donc, nous avons organisé ce matin un gala de football au stade de Kégué. Et c'est de là que nous venons, comme ça, pour pouvoir partager encore ce matin nos points de vue sur les questions des droits de l'homme au Togo. Vous avez joué? Nous n'avons pas joué, mais quand même nous avons assisté à tout. Vous faites partie des organisateurs, pour être plus simple. Tout à fait, puisque c'était compliqué d'être à la fois joueur et jouer le rôle que nous devons jouer, c'est un peu compliqué. Mais prochainement, je vous rassure que vous nous verrez sur le terrain. Pour ce qui concerne la lutte des droits de l'homme, comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien. Ça a été une parfaite réussite. Nous avions, les partenaires étaient là, l'ambassadeur de l'Union européenne était là, l'ambassadeur d'Allemagne était également là. Nous avons les représentants de nos autorités qui étaient là et également des acteurs qui se sont fait remarquer au cours de cette année par leurs activités, par leurs œuvres à travers la défense des droits de l'homme que nous avons eu à primer. Et donc nous dirons que c'était une belle fête qui a eu lieu hier. Bien, merci. Aimé a dit sur la nuit des droits de l'homme. C'est une initiative qui a cours depuis quelques années. Un mot de cette initiative-là? Je pense que c'est toujours intéressant qu'il y ait des occasions de rencontre et de réflexion. Donc, c'est bien, voilà. Bien, merci. Vous n'avez pas voulu être plus bavard, visiblement.
Et pour le football, je ne sais pas si vous-même vous jouez. Non, je ne suis pas du tout footballeur, je n'ai aucune notion du foot. Je pense que mon dernier match que j'ai pu vraiment regarder à la télé doit remonter à 1998. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mauvais, mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est quand même curieux. Il y a de ces hommes qui n'aiment pas le football, donc comme vous. Donc à la maison, madame doit être très contente là. Visiblement, pour pas ce temps où il y a la Coupe du Monde à la télévision. C'est pas que je n'aime pas, mais je suis pas, ça ne m'attire pas, je n'aime pas. C'est comme je peux aussi aimer autre chose. Hein. Voilà. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous aimez? Cette autre chose là, c'est quoi? Par exemple, le sport mécanique, faire du vélo, ouais. Suivre bien quelque chose lié aux motos. Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Chacun a sa passion. Ouais. Voilà. Non, j'ai compris finalement. Cela suppose tout simplement que si je pose des questions sur la Coupe du Monde de football qui est en train de se jouer là, je ne suis pas sûr d'avoir des réponses. Aucune. Sincèrement, je ne sais même pas quand est-ce que ça a commencé, ça va finir quand, qui joue, qui ne joue pas. Peut-être juste de passage, je vois une publicité ou par Internet, comme maintenant on est obligé pratiquement de suivre de la publicité, je peux constater des résultats. Sinon, personnellement, je ne suis pas attaché à cela. Voilà. Mais je souhaite bonne chance à toutes les équipes et surtout s'il y a une équipe africaine. Non, mais c'est clair que vers la fin de cette émission, je reviendrai sur la Coupe du Monde de football. Je vous forcerai quand même à dire un ou deux mots à propos de cette manifestation qui est en train de se dérouler du côté du Qatar et qui va s'achever donc la semaine prochaine. Parlons de droits de l'homme, puisque vous êtes là, vous êtes des droits de l'homme. Il y a certains qui utilisent le terme, je ne sais pas si il existe vraiment. Est-ce qu'on dit les droits de l'homme? Est-ce que ça existe? Je ne pense pas qu'au niveau académique, ce mot puisse exister, mais je pense qu'il y a toujours des rallonges qu'on fait, souvent par rapport à la technologie. Je pense que c'est dans ce sens-là que les gens n'hésitent pas à rajouter ce terme-là à l'ensemble du glossaire qu'on a dans le domaine des droits de l'homme. Donc, a priori, je pense qu'on parle de défenseurs des droits humains ou des droits de l'homme. Et donc, on peut s'arrêter là, purement. Mais rien n'empêche, hein, comme dans les droits de l'homme aussi, il y a l'aspect militantisme qui permet quand même de faire un peu, parfois, de l'extase sur un peu ce qu'on vit. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui utilisent quand même ce concept-là. Vous l'avez entendu déjà une fois, Claude Amega? Souvent, nous parlons de défenseurs des droits de l'homme, comme il l'a dit. C'est vrai que les gens trouvent toujours des terminologies par rapport à certaines activités, mais en réalité, on parle toujours de défenseurs des droits de l'homme. Bien, merci. Nous avons devant nous donc des défenseurs des droits de l'homme. La question de la défense des droits de l'homme, c'est une question qui nous préoccupe et qui revient chaque fois. Les gens en parlent parfois sans savoir en réalité ce que tout cela comporte. Et à chaque, ou autour de chaque 10 décembre, on se fait toujours le devoir de repréciser les droits de l'homme. C'est quoi? Et quand on évoque la question des droits de l'homme, une question qui revient, et notamment dans les grands rapports. Maître Claude Amega, qu'entend-on donc par les droits de l'homme? Par droits de l'homme, je dirais que pour moi, c'est l'ensemble des droits qui sont inhérents à la personne humaine en tant qu'individu et qui lui permettent de s'épanouir dans son environnement. Et donc, pour moi, les droits de l'homme, c'est tout ce dont une personne, un individu a besoin pour se sentir être humain, pour pouvoir vivre en société et être à l'aise comme tout le monde. On peut peut-être citer le droit à la vie. Quand on est être humain, la première des choses qu'on souhaite avoir, c'est la vie. Et on veut avoir la santé. On veut pouvoir manger tous les jours à sa faim. On veut pouvoir vivre dans un environnement sain. Donc, c'est un ensemble de droits qui sont inhérents à la personne humaine, dont tout le monde a besoin. Et donc, en réalité, pour moi, c'est des droits qui sont tout à fait naturels pour permettre à l'être humain de pouvoir vivre dans son milieu, de pouvoir s'épanouir dans son milieu. Monsieur, la même question. Je pense qu'il a bien su ramasser un peu les grandes parties de la définition des droits de l'homme. Je pense que souvent les gens
s'intéresse beaucoup plus à des définitions d'ordre, disons, académique, mais qui parfois ne recouvrent pas l'ensemble des droits de l'homme. Voyez, les droits de l'homme, vous avez soit une dimension purement morale, c'est-à-dire c'est l'ensemble de tout ce qui a trait à l'espèce humaine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attribuer des droits à des animaux comme des chiens ou des chats, par exemple. Mais au-delà de ces droits-là, il y a ce qui opte maintenant pour l'aspect positif, c'est-à-dire qu'un droit n'est reconnu que lorsque, par exemple, ce droit est traduit, par exemple, à travers les textes au niveau national. Donc, vous avez les deux dimensions-là qui existent. Mais tout cela, les droits de l'homme vont au-delà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des droits de l'homme sans parler du concept de la dignité humaine. C'est tout ce qui peut nous aider à pouvoir être des êtres humains, vivre dignement. On ne peut pas, au même moment qu'on revendique un droit, ignorer d'autres aspects de ce droit-là qui pouvaient participer à pouvoir rendre ce droit-là d'une manière positive. Donc, si un droit, par exemple, qui est de l'ordre du moral, n'est pas encore admis au sens commun, au niveau positif, on lutte. C'est là notre rôle. C'est d'amener maintenant la conscience publique ou les autorités à pouvoir rendre ce droit-là au sens positif du terme. C'est-à-dire qu'il a existé, c'est pour ça qu'on parle de la dynamique des droits de l'homme. C'est-à-dire que les droits de l'homme ne sont pas statiques. On est avec des droits, mais au niveau positif, c'est toujours dynamique. Il y a des droits qu'on a connus, par exemple, nos aïeux ont connus, mais aujourd'hui, on revendique aussi d'autres nouveaux droits. Donc, quelqu'un peut dire, moi, le droit principal, c'est le droit à l'alimentation, mais après, on va ajouter aussi le droit au logement, parce que peut-être qu'on a pu évoluer, on a obtenu le droit à l'alimentation, on a les ressources et les capacités, on a pu travailler, et on pense que maintenant, il faut se loger d'une manière digne. Donc, tout est dynamique, et donc, on fait en sorte que l'État maintenant puisse reconnaître ces droits-là, pour qu'on puisse être, disons, les réclamer, ou pouvoir les demander quand ces droits-là sont violés. Et donc, je voudrais aussi ajouter un aspect très important pour que, quand parfois on parle des droits de l'homme, les gens ne voient pas purement le niveau activisme, par exemple, débordant ou tout ce qu'on peut ajouter. C'est-à-dire que les droits de l'homme existent parce qu'il y a des autorités, il y a un État dans lequel ces droits-là peuvent être revendiqués ou reconnus. Donc, d'où pourquoi souvent on nous taxe d'être contre les autorités. Parce qu'habituellement, nous demandons à ce que l'autorité puisse le traduire ou le faire parce que ce sont les garants de ces droits-là en tant que premier représentant au sein de la société. Mais Claude Abégan, quand votre vis-à-vis évoquait ou intervenait sur la question, il a employé des droits, il a parlé des droits humains en les opposant un peu ou en faisant référence aux animaux qui visiblement peut-être n'ont pas les mêmes types de droits ou n'ont pas les mêmes droits que les humains. Est-ce que ces droits-là, par exemple, quand on prend le cas spécifique du Togo, à partir de quelle année et on a commencé par en parler beaucoup plus? Parce qu'on sait que, par exemple, aux indépendances de nos pays, je ne sais pas si les questions des droits de l'homme étaient des questions aussi regardantes que ça. Je dirais que c'est surtout autour des années 90 que les questions des droits de l'homme ont commencé par prendre de l'ampleur dans notre pays, surtout avec les mouvements de démocratie qui ont commencé par s'installer de part et d'autre. C'est vrai que au départ, nous étions dans un régime où les questions de droits de l'homme étaient très limitées et il n'y avait pas la voix pour pouvoir porter ces questions de droits de l'homme au sein de la société. Et donc, tout le monde s'en méfiait. Mais avec la démocratie, les gens ont compris qu'il faut commencer par s'exprimer, il faut commencer par revendiquer effectivement ces droits. Et je crois que c'est à partir de ces années 90 que les questions de droits de l'homme ont commencé par prendre de l'ampleur dans notre société jusqu'à ce jour et à continuer son chemin. Autour de ces années 90, là, je pose la question parce que vous êtes un avocat et on a constaté qu'un certain nombre d'avocats de renom, notamment Maître Yovia Bouibo et Maître Jean Degli, Maître Joseph Kofigo, pour ne citer que, étaient aux avant-postes, aux avant-gardes de cette lutte pour plus de droits de l'homme dans notre pays. Mais pourquoi les avocats? Oui, vous l'avez si bien dit. Quand on parle des droits de l'homme, en réalité, l'avocat est l'un des acteurs qui
garantissent les droits de l'homme. Quand on parle de défense des droits de l'homme, quand on parle de protection des droits de l'homme, celui qui a la voix pour porter ce message, a priori, on pense a priori que ce sont des avocats. Vous l'avez bien dit, en ce temps-là, vous vous rappelez que c'est Maître Agouibo qui était le pionnier des droits de l'homme au Togo, qui avait créé la CNDH, et après, je crois, Maître Kofigo aussi qui avait suivi avec la FTDH, et c'est ces deux associations qui étaient portées par des avocats qui avaient conduit les questions des droits de l'homme dans ces périodes-là. Lorsque on estime qu'il y a violation des droits de l'homme, l'avocat, a priori, doit pouvoir sortir pour rétablir l'équilibre. Et donc, l'avocat étant un porte-parole des personnes qui sont brimées, doit pouvoir intervenir pour défendre les droits. C'est pour ça qu'on a tendance à penser que quand on parle des droits de l'homme, on pense tout de suite aux avocats. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 90 jusqu'à ce jour. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre pays, beaucoup d'avocats ne s'intéressent plus à la question des droits de l'homme. Je dirais que c'est rare, mais c'est une conception de tout un chacun de la question des droits de l'homme. Chacun a sa vision, chacun a sa compréhension des droits de l'homme. Certains vous diront que ce n'est pas de cette façon qu'ils peuvent faire leurs droits de l'homme, ils le font autrement. Mais de toutes les façons, quand on est avocat, a priori, c'est pour la défense des droits de l'homme. Ma question c'est, qui êtes-vous, par exemple, vous qui vous engagez à défendre les droits de l'homme? Merdi, vous êtes à Amnesty International Togo, ça fait quelques années, et il y a d'autres qui sont, par exemple, au CACIT, il y en a qui sont à la RTDH, il y en a qui sont à la coalition togolaise des droits humains, en fait, plusieurs associations qui militent pour les droits humains au Togo. Mais qui êtes-vous? Qui vous a mandaté? Est-ce que c'est une vocation? C'est une diversité, je dirais même une foule de personnes. Et dans cette liste, vous pouvez ajouter tous les citoyens, beaucoup de citoyens aussi, d'une manière bénévole aussi, qui s'engagent parfois à défendre les droits de l'homme. Parce que défendre les droits de l'homme, ce n'est pas uniquement au niveau légal. C'est aussi parfois, par exemple, en mettant en lumière une situation de violation des droits de l'homme dans sa communauté. Et je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens à travers le territoire togolais essayent quand même de le faire. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet, nous, de pouvoir après suivre et de pouvoir rendre cela d'une manière audible ou conseiller les gens à pouvoir avoir accès aux droits. Donc, on ne peut pas en réalité cantonner la fonction de défenseur des droits humains à une qualité. C'est toute personne qui a envie d'abord de connaître les droits, mais aussi après de s'engager à pouvoir les défendre. Après, au niveau technique, bien sûr, il faut une certaine compétence pour pouvoir s'assurer que ce qu'on dit correspond à tel canon ou correspond à telle, disons, réalité vis-à-vis d'un droit reconnu dans un pays ou tel autre. Donc, c'est très important. Mais, a priori, c'est tout le monde. Et aujourd'hui, moi, je voudrais aussi saluer aussi l'engagement de beaucoup de jeunes qu'on remarque, qui aujourd'hui optent quand même pour pouvoir suivre un peu ces pas, qui essayent d'une manière ou d'une autre de le faire. Le contexte est devenu plus compliqué, plus difficile de plus en plus de nos jours, mais quand même il y a des personnes qui osent toujours à pouvoir faire quelque chose. C'est à travers aussi le monde entier. Vous voyez aussi l'émergence aussi d'autres défis en matière de droits de l'homme, par exemple les changements climatiques, qui ont fait émerger aussi d'autres nouvelles catégories de défenseurs des droits humains à travers la planète. Donc, des gens qui lancent des grèves pour pouvoir amener les États à pouvoir prendre les meilleures décisions sur les changements climatiques. C'est aussi des enjeux très importants. On peut peut-être trouver ça ridicule, mais quand même, il faut dire que dans l'histoire des droits de l'homme, tout est parti du ridicule. On a toujours trouvé certains enjeux inutiles. Je donne toujours l'exemple de la célébration de la Journée internationale de la femme. Aujourd'hui, tout le monde se met en pagne, tout le monde crie, mais il faut savoir que les premières personnes qui se sont battues
pour que cette journée puisse aujourd'hui exister ont été trouvées ridicules, parfois même totalement soit menacées ou même, je dirais, bannies de la société parce qu'on pensait que les idées qu'elle portait étaient aux antipodes des valeurs de ce moment-là. Donc, je pense que c'est un chantier ouvert. Vous-même, par votre travail, en nous invitant aujourd'hui, vous participez aussi à la promotion des droits humains. Donc, vous êtes en train de faire un travail de défenseur des droits humains à l'instant T. Mais quand on évoque la question ou la problématique des droits de l'homme, Maître Claude Amegan a évoqué les deux périodes. La période, par exemple, pour ce qui concerne nos États, la période avant 1990 et la période post-1990. Ça dit quelque part que ce sont des questions qui sont favorisées d'une certaine manière par une certaine ouverture. Vous parlez de démocratie au début des années 90, avant, au temps du parti unique, il était un peu difficile d'évoquer ces questions-là. Et ça dit qu'un environnement est favorable beaucoup plus, par exemple, ce type de questions. Tout à fait, il faut le reconnaître, puisque l'environnement politique dans lequel on était avant ne permettait pas d'aborder ces sujets, ces questions des droits de l'homme, ou bien il faut peut-être l'aborder avec beaucoup de précautions. Et donc, ce n'était pas ouvert à tout le monde. Mais aujourd'hui, avec la démocratie, la liberté d'expression, je crois qu'on a beaucoup plus d'ouverture pour pouvoir en parler, pour pouvoir appeler les gouvernants à respecter ces droits de l'homme. Aujourd'hui, comme l'a dit, monsieur a dit, la question des droits de l'homme n'est plus réservée à une catégorie de personnes ou à une classe donnée. Aujourd'hui, la question des droits de l'homme doit être une question d'ordre national dans chaque pays et quel que soit l'acteur qu'on est, à chacun à son niveau, doit pouvoir promouvoir les droits de l'homme. Lorsque nous parlons des droits de l'homme, ce n'est pas une question qui est liée à une personne donnée, parce que tout le monde peut se retrouver dans une situation où ses droits sont violés. Quel que soit qui on est aujourd'hui, quel que soit le rang qu'on occupe aujourd'hui, demain on peut se retrouver dans une situation. Or, si le droit de l'homme est respecté par tous, par toute la classe politique, par tous les acteurs, par toute la population, et que tout le monde essaie de faire promouvoir ces droits de l'homme, je crois qu'on aura une certaine stabilité, on aura une certaine paix, et on vivra plus tranquille dans un milieu plus cohérent. Et donc, la question des droits de l'homme, aujourd'hui, à partir du moment où on a l'opportunité d'en parler, à partir du moment où nous pouvons le faire promouvoir, il faut que tout le monde met la main à la pâte pour que les droits de l'homme soient promus dans notre pays. Quand on dit tout le monde, est-ce que par exemple, chez moi dans ma famille, si je prive mon enfant de nourriture, vous avez dit tantôt le droit à manger, à aller, à revenir, à penser, à dormir, à avoir toutes les libertés éventuellement. Est-ce que par exemple c'est une question qui est également posée au niveau du cercle familial? Mais les droits de l'homme, c'est ça que c'est dans tous les milieux où se trouve un individu, un être humain. Donc, quel que soit le cercle, que ce soit, je ne sais pas, même le cercle familial, ça doit commencer, mais les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme même doit commencer par là. Parce que c'est la plus petite famille qui est le cercle familial, et c'est à partir de l'émergence des droits de l'homme au sein de la famille que ça peut atteindre toute la société. Donc, les droits de l'homme, ce n'est pas, on ne doit pas nécessairement penser que ça ne concerne que les autorités, que ça ne concerne que les gouvernants. C'est une question d'individus, de personnes humaines. Et à partir du moment où il y a une personne humaine dans un environnement, il faut que ces droits soient respectés, quel que soit l'âge de la personne, quelle que soit ses vulnérabilités, il faut que ces droits soient respectés. Moi, j'ai toujours pensé que quand on évoque les droits de l'homme, cela fait appel, par exemple, à un gouvernement, à un État, puisque très souvent, c'est les États qui sont interpellés quand il s'agit des questions de droits de l'homme. C'est comme ça que moi, je l'ai toujours pensé. Oui, oui, c'est vrai que quand on aborde plus le sujet quand il s'agit de l'État, tout simplement parce que l'État a une autorité et l'État ne peut pas être sanctionné devant la justice comme tout autre individu. Quand, par exemple, un individu vous fait violence, vous pouvez saisir la justice, il peut être condamné et vous pouvez avoir votre réparation. Mais lorsqu'il s'agit de l'État qui a la force,
qui a la force et qui peut utiliser la force comme il veut, et que c'est l'État qui viole vos droits, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que les droits de l'homme sont plus accentués lorsqu'il s'agit, l'État est impliqué. Et on parle plus de violation des droits de l'homme, justement quand l'État est impliqué. Mais quand c'est des personnes privées, je crois que la justice peut faire son... Il peut y avoir violation des droits de l'homme, mais la justice peut réparer cela. Donc c'est par rapport surtout à l'État qu'il y a question de violation des droits de l'homme. Oui, je pense que Maître a su bien esquiver souvent ce piège-là qu'on a. Hein, quand on va même en public pour des formations, cela revient toujours. On nous dit pourquoi c'est toujours l'État qu'on essaie d'attaquer, alors qu'au niveau même du cercle, du noyau familial, il y a toujours des problèmes. Je pense que dans les droits de l'homme, il y a deux notions très intéressantes qui ont été fixées. C'est-à-dire qu'on utilise le terme de violation des droits de l'homme quand c'est l'État qui est impliqué, et la question de l'atteinte aux droits de l'homme quand c'est au niveau individuel ou un groupe non étatique. Donc, mais tout cela revient au même problème, c'est-à-dire qu'un individu est lésé dans ses droits. Et donc, comme il a su bien dire, entre individus, on peut saisir la justice doit s'en occuper. Mais quand la justice traîne à rendre des décisions conformément au droit et que cela devient une récurrence, ce qu'on appelle la récurrence dans le domaine des droits de l'homme, un terme aussi encore technique, on peut alors faire une constante et dire qu'à partir de ces constantes-là, l'État est inactif ou l'État ne fait pas en sorte que les individus face à une telle atteinte-là n'aient pas réparation ou n'aient pas justice. Et donc on le met encore sous le sceau de la violation des droits de l'homme. Mais au niveau déjà micro comme cela, on pourra parler d'atteinte. Mais tout se résume toujours au rôle de l'État. C'est l'État qui a les moyens, comme il a bien dit. C'est l'État qui a l'autorité de pouvoir faire cesser une atteinte ou une violation des droits de l'homme. Vous et moi, comme je le dis souvent au quartier, on ne prélève pas l'impôt. Juste un exemple, on ne prélève pas l'impôt. Nous n'avons pas les moyens de pouvoir aller dicter des lois à un tribunal ou de donner des moyens à un tribunal en vue d'exercer sa fonction, ou même de commander une unité de sécurité pour pouvoir faire cesser une atteinte aux droits de l'homme dans une situation. Donc d'où ce qui est très important, c'est que l'État puisse le faire. Et pour souvent rire, je dis, c'est pour cela que je ne sais pas pourquoi les gens sont toujours intéressés à diriger un pays, parce que quand moi je vois tout cet enjeu-là, que tout est rattaché à l'autorité, parfois on se demande comment cela peut se faire, au vu des problèmes qu'on a, quoi, et de l'ampleur des questions d'atteinte ou de violation des droits de l'homme qu'on a. Et donc, encore une fois, et je le précise, on ne supplie personne d'être une autorité. Donc, quand on est une autorité, on est prêt à assumer et de pouvoir aider la population, les citoyens, à pouvoir avoir accès à leurs droits. C'est fondamental. Ce n'est pas une négociation, quoi. Donc, cela fait partie même des principes élémentaires rattachés aux droits de l'homme. Parce que c'est l'État qui est chargé de respecter, protéger et de réaliser les droits de l'homme. Donc, voici la trilogie autour de laquelle fonctionnent les droits de l'homme. Donc, ce n'est pas une invention du CACIT, d'une ONG des droits de l'homme, c'est le principe même, c'est le cœur des droits de l'homme. Et nos États ont pris des engagements dans ce sens. C'est avec plaisir qu'ils ont pris ces engagements-là, les États? Je ne pense pas que c'est un plaisir, c'est ce qui se propose au sein de la communauté. Et donc, dans la communauté, il faut des règles. Et donc, ces règles-là sont fixées au niveau international et les États, volontairement, prennent les engagements. Donc, je n'ai pas vu un État avec une baïonnette ou un État être contraint à pouvoir ratifier une convention. Ça se propose. Et vous décidez, au vu des enjeux que vous avez, mais aussi au vu des intérêts que vous voyez à travers le monde entier, de prendre part ou de ratifier ou d'adhérer à des traités ou à des conventions. Donc c'est fondamental. Malgré tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, aucun État n'est forcé à ratifier une convention. Pas du tout. Mais on le leur propose. On leur dit, si vous voulez que ceci aille bien ou ceci aille au mieux dans la communauté, c'est important d'aller vers cette convention. Je donne l'exemple de la lutte contre la torture. Si un pays n'a pas ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture, comment voulez-vous qu'on puisse le contraindre au niveau juridique ou au niveau de son cadre légal à pouvoir faire
en sorte que, par exemple, le code pénal puisse criminaliser la torture, à moins que cela relève seulement du bon sens ou de la moralité. Mais au niveau légal, c'est difficile de contraindre l'État. Donc, l'État, voyant que la question de la torture est d'une grande ampleur dans son État, disons, dans son pays, essaye de pouvoir le rendre possible ou dans la lutte contre la torture en ratifiant par exemple la Convention des Nations Unies contre la torture, ce qui est fondamental et cela bénéficie bien aux citoyens et aussi à ses autorités. Il faut le rappeler, ce n'est pas seulement aux citoyens, c'est aussi aux autorités parce que avant d'être une autorité, ils sont aussi des citoyens comme vous et moi. Nous venons de passer 30 minutes ensemble. Nous avons deux invités, l'avocat maître Claude Amégan de Cassit Togo et puis le président de Amnesty International Togo et le directeur d'Amnesty International Togo. Le président, c'est un peu trop fort. Mais a dit, dans 15 minutes, donc, les auditeurs auront la possibilité de vous soumettre un certain nombre de questions. Peut-être que c'est des questions qui ne relèvent pas forcément des questions liées aux droits de l'homme parce que la confusion, elle est souvent faite. Et quand on parle des droits de l'homme, depuis quelques années, de plus en plus, on parle de Cassit Togo, qui fait partie des associations dont on entend souvent parler. Le Cassit Togo, c'est quoi, c'est qui et qu'est-ce qu'ils font? Le Cassit, c'est un collectif d'associations qui lutte contre l'impunité au Togo. C'est plusieurs associations, je dirais 15 associations à ce jour, qui se sont réunies à la suite des faits de 2005, qui se sont réunies parce que, vous savez, les événements de 2005 ont été une grande blessure dans la vie des Togolais, dans le cœur des Togolais. Il y a eu des gens qui étaient morts, beaucoup de gens ont été violentés, beaucoup ont disparu également. Cassit Togo a estimé, ou bien un certain nombre d'associations avaient estimé que c'était nécessaire qu'on recherche la vérité, qu'on recherche les auteurs de ces actes ignobles et s'il y a lieu qu'on les poursuive. Et donc c'est dans cet esprit que ces associations se sont réunies pour créer le Cassit qui est devenu le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Et c'est depuis ce jour que Cassit œuvre jusqu'à ce jour pour lutter effectivement contre l'impunité et pour protéger et défendre les droits de l'homme. Si votre association continue à exister, ça dit que quelque part les questions de l'impunité n'ont pas encore trouvé de réponse. Effectivement, les questions d'impunité demeurent un grand défi dans notre pays. Il faut reconnaître que les questions d'impunité demeurent. Nous avons toujours évoqué ces questions, nous avons toujours sorti des rapports où des gens ont été victimes de violences, de tortures, ainsi de suite, mais malheureusement, nous n'avions jamais connu un procès pour que la vérité soit dite, pour que ces gens puissent obtenir réparation des dommages qu'ils ont subis. Et donc, les questions de l'impunité demeurent une question cruciale dans notre pays. Vous savez, récemment, même lorsque, en temps de Covid, vous savez qu'il y a eu encore d'autres des victimes, des gens qui ont été tués, il y a des gens qui ont été violentés. Et toutes ces questions demeurent sur le tapis. On ouvre des enquêtes qui ne sont jamais fermées. On n'a jamais eu de suite, personne n'est jamais poursuivi. Des plaintes sont déposées, on n'a jamais eu de suite à ces plaintes. Et donc, c'est un certain nombre de phénomènes que nous combattons et que nous ne trouvons pas normal. C'est pour ça que nous sommes toujours sur cette bataille pour que l'impunité ne soit plus de rigueur dans notre pays. Quand vous dites on dépose des plaintes, on là c'est qui? C'est vous? Le Cassit, justement, le Cassit, vous savez, le Cassit a un collectif d'avocats qui assistent les victimes de violations des droits de l'homme, qui assistent les victimes de torture. Et donc, la plupart du temps, lorsque ces victimes viennent au niveau de Cassit, le Cassit les confie à ces avocats qui déposent des plaintes. La plupart du temps, au niveau des juges d'instruction, malheureusement, c'est des plaintes qui n'ont jamais connu de suite jusqu'à ce jour. Et donc, on a effectivement déposé des plaintes, comme je le dis, mais il n'y a pas eu de suite.
Est-ce que cela vous décourage dans votre activisme, par exemple, ou dans votre volonté à faire triompher la vérité ou à faire évoluer le droit dans notre pays, si vous déposez des plaintes et que ces plaintes sont, je ne dirais pas classées sans suite, mais que jusque-là, vous n'avez pas de résultat, est-ce que cela vous décourage? Non, nous ne pouvons jamais être découragés puisque nous avions des objectifs, nous avions des ambitions, nous avions pris des engagements. Et notre engagement, c'est d'amener tout le monde à comprendre la question des droits de l'homme et de pouvoir lutter contre l'impunité. Je l'avais dit tantôt, lorsqu'on n'est pas dans une situation, on a l'impression qu'on ne peut pas y être. Et donc, c'est seulement lorsqu'on devient soi-même victime d'une violation des droits de l'homme, c'est en ce moment qu'on se rend compte que c'est toujours important de protéger, de préserver les droits des autres. Aujourd'hui, ceux qui sont victimes se plaignent, ils ont déposé plainte. Mais ceux qui refusent d'instruire, ou bien ceux qui font mes basses sur ces dossiers pour que ça n'évolue pas, pour qu'on ne punisse pas les auteurs, demain, ils peuvent également être victimes de ces violations. Et donc, c'est pour ça que nous disons que nous ne pouvons pas être découragés. Ce pourquoi nous nous sommes engagés, nous allons continuer par le faire. Peut-être aujourd'hui, ceux qui sont là ne comprennent pas, mais tôt ou tard, nous aurons des oreilles attentives qui comprendront, qui entendront nos cris de cœur, qui comprendront ce que nous faisons et qui vont nous suivre. Les plaintes sont là, c'est ça l'essentiel. Un jour ou l'autre, nous espérons que ces plaintes seront instruites et que justice sera faite pour ces victimes. En attendant d'avoir l'avis de Merdi sur la question de l'impunité, on va redécouvrir d'une certaine manière Amnesty International. On sait que c'est depuis les années 90, avec l'ouverture que cette association, on a entendu souvent ces rapports sur le Togo. Amnesty International, là, par exemple, au Togo, vous représentez cette structure. C'est quoi Amnesty International? Et c'est une organisation, c'est un mouvement, c'est une association. Ça dépend de comment l'organisation se déclare dans un pays. Au Togo, c'est une association qui a son récépissé. Ailleurs, c'est déclaré comme une organisation internationale ou dans d'autres pays où c'est admis, surtout en Amérique latine, c'est beaucoup plus un mouvement. Donc ça se définit comme cela. Donc ceux qui ont créé l'organisation en Angleterre avaient l'idée ou le postulat selon lequel tout individu a sa capacité de pouvoir faire fléchir une situation difficile comme celle que vient d'évoquer Maître par rapport à la lutte contre l'impunité. C'est-à-dire qu'il y avait des avocats lors de la naissance d'Amnesty International. C'est une histoire parfois très, très bizarre comme cela qu'on raconte partout. Quand vous rentrez, que vous allez au siège et vous voyez l'évolution, c'est un peu bizarre. Ils ont commencé et ils ont voulu défendre les gens d'une manière individuelle. Mais ils ont compris qu'ils ne peuvent pas. Parce que chaque jour défilait auprès d'eux plusieurs cas, plusieurs centaines de dossiers. Et comme ils le soulevaient, quand ils parlaient, je revoyais un peu aussi l'histoire d'Amnesty. Tous les avocats n'étaient pas prêts à pouvoir s'engager à défendre des victimes sur des questions de liberté. Parce qu'ils avaient aussi d'autres dossiers sur des questions, des contentieux commerciaux qui étaient plus, disons, entre griffes juteux. Et donc, ils ont compris que eux seuls, même s'ils sont 2 ou 3, ils ne pouvaient pas. Donc, il y avait aussi un Irlandais qui s'était ajouté et qui a même eu le prix Nobel de paix, qui est différent du prix Nobel de paix qu'Amnesty même avait eu. Et donc, ils ont commencé, après, ils se sont dit, ok, ce qu'on va faire, on va élargir l'ensemble de l'organisation pour que les citoyens eux-mêmes soient porteurs du message qu'eux-mêmes avaient. Et donc, c'est là que le mouvement a commencé par naître. Les gens ont beaucoup plus pensé que c'était en Europe. Non, il y a eu même des sections d'Amnesty qui sont nées dans le sud, surtout en Amérique latine et même en Afrique, avant même que cela n'aille dans certains pays en Europe. L'une des premières sections en Afrique, c'est la section du Ghana, qui a commencé ici et qui couvrait aussi le Togo. Et donc après a suivi le Togo et la Côte d'Ivoire dans le lot et le Sénégal. Et donc d'autres sections comme le Bénin, la Guinée même elle a été ouverte très 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 récemment et c'est grâce aussi au travail de la section togolaise. Parce que quand on aussi grandit, on essaye aussi d'aider d'autres pays à pouvoir mettre en place l'organisation. Donc, il y a 2 parties au sein d'Amnesty. Il y a la partie militante, où tout citoyen peut devenir membre. Vous êtes membre et puis vous participez au travail de sensibilisation
de promotion et disons aussi, d'élever aussi la voix quand il s'agit de le faire. Exemple, actuellement, il y a des personnes qui sont détenues dans certains pays pour lesquels on demande à chacun de signer soit une pétition ou de faire un appel pour demander aux autorités de ces pays-là de libérer ces détenus-là. Donc, en amenant par exemple un cas du Cameroun, un cas de l'Iran, un cas, je ne sais pas, de la France, ici au Togo, parce qu'actuellement, il y a même un cas de la France. Les gens pensent que souvent on ne travaille que sur les pays africains. Non, il y a même un cas où on demande au président Macron de libérer et de faire tout à ce qu'il y ait de la justice pour quelqu'un qui avait été tué lors des manifestations liées aux Gilets jaunes là-bas. Donc, c'est très important. Non, mais ce qu'a dit que, par exemple, même dans ces grands pays-là, la question des droits de l'homme est une question qui est réelle. Elle est prégnante. Dans les mêmes proportions que dans nos pays? Je ne vais pas utiliser le terme de proportion, mais les natures sont différentes. Les natures sont différentes, mais quand même, ce sont aussi des problèmes liés aux droits de l'homme. C'est toujours ça. Vous prenez la question du logement, c'est aussi une question des droits de l'homme. Et c'est des problèmes dans ces pays qu'on rencontre. Souvent, la seule différence, comme je le dis, sur certaines violations des droits de l'homme, c'est la réaction des autorités qui diffère. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de mécanismes et d'instruments qui permettent quand même aux citoyens parfois d'interpeller plus facilement les autorités et les sanctions qui vont. Vous voyez, c'est un peu ce qui nous différencie. Sinon, les problèmes, ils restent les mêmes. Même dans les prisons en France, vous avez eu l'occasion de visiter certains pays. Même aux États-Unis, il y a même des problèmes dans les centres de détention. On ne dit pas que c'est dans les mêmes proportions, mais il y a des problèmes. Et donc, il y a cette partie pour pouvoir maintenant continuer mon développement. Et il y a aussi la partie technique du travail d'Amnesty qui regroupe uniquement que des professionnels dont je fais partie. Et donc, qui sont là, soit au niveau national, dans des bureaux régionaux ou même au siège et qui travaillent. Et là, vous avez toute une panoplie d'expertise. Vous avez des juristes, vous avez des politologues, vous avez des sociologues, vous avez des géographes, vous avez des historiens, vous avez des journalistes, vous avez toutes les catégories de personnes. Parce que les informations qu'on reçoit sur le terrain, ce sont comme des dépêches qu'on reçoit. Il y a eu ceci là, par ici, par là. Et donc, il faut beaucoup d'expertise pour pouvoir analyser avant maintenant de prendre une décision. Je dirais même qu'à Amnesty, ce qui m'a surpris quand j'ai commencé, c'est que l'aspect juridique vient vraiment en dernière position. Parce que c'est un regard pour s'assurer que les mots utilisés correspondent, comme je l'ai bien dit, au canon à appliquer. Mais vraiment, au niveau du terrain, c'est tout le monde. C'est la capacité de chacun à pouvoir analyser, étudier une situation et de la rendre visible. Et de pouvoir après aussi conseiller les victimes, parce que c'est ça qui est très important. Il y a aussi dernièrement ce qu'on est en train vraiment de développer qui est très intéressant, c'est les questions aussi de technologie liées aux droits de l'homme. C'est ce qui a conduit par exemple aux révélations sur les questions d'espionnage. C'est qu'on voit un peu les tendances. Quand il y a un problème, un défi qui se présente, comment on arrive maintenant à s'adapter. Donc c'est là qu'on a développé les laboratoires qui permettent maintenant de plus en plus de suivre cet aspect-là et de pouvoir le prendre en compte et de faire un travail. Puis après, aussi de faire développer le droit international, ce que les gens ignorent beaucoup. Parce que si aujourd'hui vous parlez de l'abolition de la peine de mort, de la lutte contre la torture, c'est qu'en amont, il y a un travail qui a été fait pour qu'on puisse l'admettre dans le développement ou dans la conception internationale du langage des droits de l'homme. Sinon, ce n'est pas une sortie comme ça, ex nihilo, où un matin, quelqu'un sort pour dire non à la torture. C'est parce qu'il y a un travail de développement sur le droit international. Maître Claude, est-ce qu'il y a des collaborations entre les différentes organisations que vous représentez? Bon, c'est vrai que ça nous arrive de travailler ensemble, souvent sur certains projets, mais collaboration directe, vous savez, la question des droits de l'homme, c'est tellement vaste et il y a des organisations qui se spécifient par rapport à certains droits de l'homme. Donc, si des projets nous amènent à travailler ensemble, il n'y a aucun problème. Et il faut noter que les défenseurs des droits de l'homme ont un seul et même objectif, c'est la promotion des droits de l'homme, la promotion et la consolidation des droits de l'homme. On travaille ensemble quand un projet nous réunit et chacun développe sa branche de droits de l'homme qui l'intéresse le plus. Au niveau du CACID, comme je l'ai dit, nous accrochons plus à l'impunité et nous faisons d'autres activités, mais nous nous accrochons plus à l'impunité.
Sur la question de l'impunité, justement, je veux avoir l'avis de Mehdi. C'est une question qui revient très souvent dans les débats quand on évoque la situation des droits de l'homme au Togo. Certains pensent que c'est devenu une véritable maladie, l'impunité qui traverse les temps. Est-ce que c'est votre sentiment? Je ne sais pas si c'est une maladie, mais c'est un constat. C'est un constat sur lequel je pense que les autorités elles-mêmes, je pense, je ne sais pas si le président du CACIT me dirait le contraire, mais je pense qu'elles-mêmes, en tout cas, avant ces dernières années, elles-mêmes, parfois dans leur propre discours, on sent quand même que c'est un fait qu'elles reconnaissent et sur lequel elles-mêmes s'engagent à travailler, puisque on a connu par exemple le processus de justice transitionnelle. Donc, sans ces faits, on ne pourrait pas arriver effectivement à mettre en place par exemple le Haut Commissariat, comment on appelle, on a la présence du Haut Commissariat aux droits de l'homme au Togo qui a accompagné le HCROUN, par exemple, pour pouvoir faire tout le travail de justice transitionnelle. Donc, c'est vraiment un grand problème. Je dirais même que c'est le cœur même des défis en matière des droits de l'homme au Togo. Parce que tant qu'on ne prend pas les bonnes décisions dans ce sens, certaines personnes vont penser que quand elles commettent un certain nombre d'actes contraires aux principes nationaux ou internationaux en matière des droits de l'homme, elles ont raison et qu'elles peuvent continuer par le faire. Alors, il faut parfois siffler la fin de la récréation. Comme on l'a dit, chacun de nous, en tant qu'individu, a les rôles que nous jouons dans la société. Journalistes, défenseurs des droits de l'homme, avocats, ministres, ça, c'est des rôles qu'on joue dans la société. Le premier niveau, c'est qu'on est des êtres humains, on est des citoyens appartenant à un pays. C'est ça qui est d'abord important. Et que une situation malheureuse peut vous arriver à tout moment. Donc, quand cela arrive, vous allez toujours chercher à avoir justice, quoi qui que vous soyez dans la société. Donc, c'est vraiment très important qu'on puisse vraiment reconnaître le problème et prendre les décisions qui s'imposent pour que cette tragédie-là ne puisse pas vraiment nuire au progrès de la société togolaise. Bien, merci. Nous avons fini de passer 45 minutes ensemble avec nos deux invités, Aimé Adi d'Amnesty International Togo et Maître Claude Amegan de CACIT Togo. Je rappelle les deux numéros, 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Nous avons beaucoup parlé de généralité. Dans un instant, nous évoquerons sans doute avec les interventions des auditeurs aussi les situations spécifiques dans notre pays, puisqu'on sait qu'au cours de cette année, il y a eu des questions sur lesquelles on peut véritablement revenir. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Taoufik. Oui, Taoufik. Bon, est-ce que vous pouvez rappeler le nom de nos invités là? Je viens de rappeler ces noms. C'est Maître Claude Amegan de CACIT Togo et Aimé Adi d'Amnesty International. Ok, merci. Bon, est-ce que vous avez suivi avec nous l'événement qui s'est passé hier là, sur notre chaîne nationale activité avec les histoires de l'île Togo là? Comment ces enfants-là nous ont bombardé des diplômes des fonds de combat avec certains diplômes des patrons en anglais, des patrons en allemand, et puis on parle de consommer local là. Notre ministre de la Culture a échoué hier. Elle s'est habillée comme une star brésilienne pour venir se présenter devant nous. C'est un événement de taille comme ça, mais je vais féliciter une personnalité qui a été invité à faire le Marocain là. Au moins lui, il a parlé le Milan pour nous dire au moins quelque chose local, à local. Je ne sais pas si vous avez suivi le Togo, mais nos autorités là, eux-mêmes ils nous disent de faire quelque chose, eux-mêmes ils font le contraire. Et puis, je vais profiter là, je vais profiter de l'émission pour interpeller une fois encore le ministre Kokoroko à propos de Bac 1. Les enfants qui ont composé au Bac 1 depuis l'année passée, ils ont bombardé les juifs au Bac 1 là, ils ont donné 0 à tous nos enfants, surtout au centre des armées du lycée de Gbenyedi. Ils ont donné 0 aux enfants. Jusqu'à maintenant là, les résultats des réclamations ne sont pas encore sortis.
et puis les enfants sont encore toujours dans leur classe. Et ils sont en première encore. Alors qu'il leur manque un point ou bien 2 points. Tafik, oui. Oui, vous avez suffisamment rappelé, c'est pas... Écoutez, je ne sais pas que les gens sont là pour saboter le travail de Kokoroko. La direction régionale des armées, ils doivent régler ce problème-là. Pourquoi est-ce que c'est les enfants qui ont tort ou bien c'est eux qui ont fait du mal? Le prime sportif est obligatoire. On donne 0 à tous les enfants. Comment ils n'ont pas réparé ça? Et puis les enfants qui doivent se retrouver au terminal sont toujours en première. Alors qu'ils sont en train de préparer encore le bac 2 pour cette année 2023. Est-ce que ça c'est normal? Donc, Tafik, ce qu'on va vous proposer, hein, Oui. c'est que nous allons essayer d'interroger le ministre Kokoroko justement sur cette question. Mais vous êtes un journaliste, il faut rentrer dans ce dossier. Merci. Merci. Nous allons rentrer effectivement dans le dossier pour savoir ce qui s'est réellement passé, puisque ce n'est pas la première fois que vous êtes revenu sur cette situation qui se serait produite du côté du lycée de Bounendi en ce qui concerne le bac 1 de l'année qui vient de finir. Nous avons un deuxième auditeur après Taoufik. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes à l'antenne. C'est Basile. Basile. Oui, oui. Oui, allez-y, Basile. Je salue les invités. Moi, j'ai une ou bien 2 préoccupations. Ils ont beau dire que tout cela, les gouvernants ne font pas droit de l'homme, tout ça, mais nous sommes dans ce pays tous les jours, ce même gouvernement est primé à tout bout. Mais est-ce que par ce qu'eux ils viennent dire sur les ondes et ce que le gouvernement a chaque fois comme gain de cause, ils n'ont qu'à me dire on prend quoi entre les deux. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, en fait, c'est noté, on a noté cette partie de la question. Ah, d'accord, c'est ma question pour le moment. Bien, merci. Vous l'avez écouté? Oui. Il semble dire que le gouvernement togolais est bien vu ailleurs, notamment par un certain nombre de structures qui parfois décernent même des prix à nos autorités, mais en même temps, vous portez un certain nombre de questions qui sont des questions liées aux droits de l'homme, que lui, finalement, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce que vous avez un éclairage à apporter à notre ami Basile? Je ne sais pas sur quel plan ou dans quel domaine M. Basile estime que le gouvernement est félicité ailleurs, mais nous sommes sur le terrain des droits de l'homme. Et on ne va pas confondre les droits de l'homme avec tout ce que le gouvernement fait. Donc, pour nous, les droits de l'homme, c'est spécifique. Vous savez, le Togo a été à l'examen périodique universel en janvier passé. Et effectivement, des recommandations ont été faites au Togo qui a accepté sur 224 recommandations, qui avait accepté déjà au moins 182. Et ça veut dire tout simplement que le Togo a reconnu que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut absolument améliorer. Et donc, si on estime qu'on a reconnu qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'on doit faire des efforts pour améliorer, je ne pense pas que nous disons ici le contraire de ce que nous disons le contraire de ce que M. Basile constate, mais nous disons tout simplement qu'en matière des droits de l'homme, l'État togolais même a reconnu qu'il y a des défaillances, qu'il faut améliorer les choses. C'est la même question, un mot. Oui, je pense que les prix que l'État togolais reçoit, bon, moi je ne sais pas, je ne suis pas vraiment au parfum de l'ensemble des trophées qu'on peut avoir, mais je crois que, comme il a dit, il y a une diversité de thématiques sur lesquelles l'État togolais est engagé. Donc je pense qu'il y a des secteurs pour lesquels il y a des organisations qui les décernent des prix. C'est tout à fait normal, on ne peut pas interdire à quelqu'un. Bien, merci, c'est noté. C'est noté. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Oui.
Oui, Pelé, allez-y. Ok. Donc, je salue les deux invités. Ok, bon, concernant pour le directeur de l'amitié, est-ce qu'il peut aider le peuple congolais aujourd'hui? Nous sommes à la fin de l'année. Dans le discours du président, qu'il soit inséré le mot amitié générale pour les exilés politiques. Est-ce que le à partir de la question là, si vous avez la force. Monsieur Ameda, Claude Amedan. Bon, concernant monsieur Okikunte qui est à l'extérieur aujourd'hui, est-ce que comment vous pouvez l'aider à revenir au Bercail? Si monsieur Claude Ameda était à la place de M. Kofi Kinshasa, est-ce que vous pouvez résister dans le pays ou bien vous allez faire comme un lapin? Merci. Bien, merci. Vous avez posé deux questions. D'abord, Maître Claude Améga. Vous n'êtes pas Kofi Kunte maintenant, si vous étiez Kofi Kunte. Oui, j'avoue que je ne peux pas vous dire exactement dans quelles conditions M. Kunte avait quitté ce pays. Nous avions appris qu'il a subi des pressions. Nous ne savons pas quel genre de pression, dans quelles conditions. Et donc, en tant qu'être humain, quand on est confronté à certaines situations, on préfère toujours se retirer. Et je ne peux pas l'accuser du fait qu'il soit parti ou qu'il ne soit pas resté. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions il était parti, qu'est-ce qui lui était arrivé, je ne saurais le dire. Je sais qu'il avait fait un rapport qui a suscité des polémiques, et c'est à la suite de ça qu'il était parti. Bien, merci. Question d'amnistie générale. Pour les exilés, est-ce que vous avez cette capacité? En fait, c'est un peu ça le sens de la question. Le souhait de notre ami Pelé, c'est que si vous avez la capacité, si vous avez cette force-là, de presser à ce que le chef de l'État inscrive cela dans son discours. Non, je pense qu'il ne faut pas mettre le mot force là-bas. Nous, on s'oppose à la force, donc c'est pas avoir la force ou ne pas l'avoir, c'est peut-être les capacités. C'est un souhait. Et je pense que si l'opportunité se présente, nous n'allons pas hésiter à ce qu'on puisse demander à ce qu'il y ait beaucoup plus d'ouverture, à ce que des personnes qui seraient détenues pour leur opinion ou pour des actions politiques puissent retrouver la liberté. J'estime et j'espère que les autorités ont le bon sens de la chose et comprennent les enjeux liés à cela, parce que il y a aussi un développement dans certains pays aussi, même si ce ne sont pas les mêmes contextes, où on voit, compte tenu du contexte régional et des enjeux auxquels font face nos pays, on essaie de faire un bloc commun en vue de faire face à ces défis. Et donc parfois, les dirigeants dans ces pays essaient de prendre des dispositions pour créer un dialogue plus propice et d'ouverture. Et donc j'espère que les autorités iront dans ce sens. Et on verra si une opportunité se présente. Nous n'allons pas hésiter à pouvoir demander. Il a évoqué l'année qui s'achève. C'est vrai que cette année 2022 est en train de s'achever. Cette année a été marquée d'une certaine manière par l'examen périodique universel. Vous avez évoqué les recommandations qui ont été formulées, notamment à l'endroit du Togo. Mais quand on regarde un peu cet exercice-là, est-ce que quelque part, est-ce qu'il n'est pas bienséant de saluer la bonne foi ou la bonne volonté des autorités à faire évoluer des questions de ce type dans notre pays, puisque dans certains autres pays, les autorités sont carrément réfractaires à ce type d'exercice. Oui, je crois que nous ne pouvons pas dire que les autorités togolaises ne sont pas de bonne foi. Il faut apprécier cette bonne foi à partir du moment où ils ont du moins accepté ces recommandations, ce qui veut dire que ils sont conscients du fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En dehors de la bonne foi, je crois que les autorités peuvent faire encore un effort, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que cette bonne foi est mitigée, puisqu'il ne suffit pas de prendre conscience du phénomène, mais il faut prendre le phénomène à bras le corps pour pouvoir trouver des solutions. Aujourd'hui, par exemple, à chaque fois que l'État togolais est interpellé,
on fait des efforts, ça il faut le reconnaître. Et on arrive même à prendre des dispositions, on arrive à voter des textes pour combattre ces phénomènes, par exemple en matière de torture. On a intégré plusieurs dispositions dans le code pénal. Mais encore faudrait-il qu'on ait la volonté de mettre en application les textes que nous faisons. Nous avons aujourd'hui des textes qui peuvent permettre de combattre ou bien de lutter contre la violation des droits de l'homme. Mais lorsque les cas se présentent, est-ce que ces textes sont mis en vigueur? Est-ce que les actions sont déclenchées pour que ça ne se produise plus? C'est ça la question. Avoir la volonté, c'est une chose, mais également s'engager pour que on ne revienne plus à l'état latent, c'est également une autre situation. Aujourd'hui, on a des textes, qu'on mette les textes en application. La bonne volonté se manifeste par les textes qui sont mis en place, mais il faut qu'on pousse cette bonne volonté en mettant en œuvre les textes que nous avons. Je crois que tout le monde en serait bien sorti. Sur la même question, cette année 2022 marquée par l'examen périodique universel, le Togo était parti à cet exercice-là et globalement le Togo a accepté un certain nombre de recommandations. Un certain nombre de recommandations sont notées, c'est ce que nous avons appris. Et un mot, le fait que le Togo participe déjà à cet exercice-là, puisqu'on sait que, comme je l'ai dit tantôt, il y a certains pays qui... Oui, le Togo est à son troisième cycle. Donc, c'est déjà quand même un bon signal. C'est très important que le pays quand même s'ouvre et accepte quand même. Il faut dire qu'au fait, c'est un mécanisme qui a été mis en place par les Nations Unies. Donc, tous les États en réalité sont tenus quand même d'aller présenter des rapports. Bon, il y a des États qui font parfois du dilatoire par rapport à certaines questions, mais quand même le Togo, on sent que ces rendez-vous-là ont plus cœur dans la dynamique et la volonté politique des autorités. Comme il a dit, je pense qu'on est maintenant dans la phase de la mise en œuvre des recommandations. Et le travail important pour nous actuellement, c'est le suivi de ces recommandations. 182, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Il ne faut pas quand même sous-estimer cet engagement-là. Et donc, maintenant, il faut voir qu'est-ce que l'État met sur la table pour pouvoir effectivement démontrer qu'il y a quand même des progrès. Allô? Il y avait un auditeur, j'espère qu'il va nous revenir. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est Bali qui revient. Oui. Bon, moi, je veux leur dire ce que je veux dire, je leur dis à peine voilé. Eux qui sont là-bas, ils sont partis. Non, excusez-moi, la radio. Eux qui sont là-bas, ils font partie des élites du pays. Maintenant, moi je veux leur dire seulement que ça le droit de l'homme et que c'est là-bas qu'eux ils sont en train d'intervenir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour le Togo. Aujourd'hui, le Togo ne se retrouve pas, les gens ne mangent pas dans le pays. Mais quand les gens priment le pays dans plusieurs trucs comme ça, ils disent qu'ils sont venus pour les droits de l'homme. Donc ils veulent me dire que pour les droits de l'homme là, c'est bien ici. Bon, il a dit qu'eux-mêmes ils ont reconnu. Ils ont dit, et puis quoi encore? Merci. Vous l'avez compris? Oui. Je crois que M. Basile doit comprendre. Parce qu'il dit que les Togolais ne mangent pas à leur faim. La vie chère. Tout ça là, ça fait partie des droits de l'homme. Et c'est de tout ça là que nous sommes en train de parler. Et c'est pour ça que nous demandons au gouvernement de prendre des dispositions pour que la situation soit allégée. En respectant les droits de l'homme, on permet à tout le monde de pouvoir manger. Quand on partage équitablement les richesses du pays, on permet à tout le monde de pouvoir manger convenablement. Et ça fait aussi partie des droits de l'homme. Peut-être que dans les prochaines minutes, sur des questions spécifiques du Togo, Basile aura des réponses à ces inquiétudes. Allô? 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 Oui. Oui, allô? Allô, oui. Allô? Oui, allô, c'est celui qui revient. Oui? Bon, je
voudrais dire que pour l'exercice juridique, comme le gouvernement va toujours condamner à la CEDEAO, surtout aux dernières élections, des élections présidentielles, on a deux partis là-bas, on a aussi condamné le gouvernement. Est-ce que tout ça là, on condamne le gouvernement, est-ce que ça vous arrange, vous, les opérations des droits de l'homme dans le pays? Parce qu'on sent que vous ne faites pas la pression sur le gouvernement de cesser de faire là quoi. C'est ça, est-ce que vous avez la crédibilité? Vous vous sentez être crédible encore devant le gouvernement qu'on condamne tout ça à l'extérieur? Bien, merci. Il dit qu'il sent que vous ne faites pas cette pression. Est-ce que vous avez cette capacité pour faire ce que veut notre ami Pelé? Non, je crois que les gens doivent comprendre que les défenseurs des droits de l'homme n'ont que des moyens très limités. On ne peut pas faire la pression sur l'État. On ne peut que faire des plaidoyers. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous sommes encore là à votre antenne ce matin, pour faire des plaidoyers pour que l'État prenne conscience des réalités que vivent les Togolais et que l'État prenne des dispositions. On ne peut pas faire la pression. Quel genre de pression pouvons-nous faire? Est-ce que nous avons les moyens? Nous n'avons pas les moyens. Un défenseur des droits de l'homme n'a aucun moyen pour faire la pression sur l'État. Est-ce que par exemple les pétitions, là, on a écouté Méadi parler des pétitions pour ce qui concerne un cas en France, oui. Est-ce que des pétitions pour le Togo... Même les pétitions ne sont pas des moyens de pression, c'est des moyens de plaidoyer. Puisque quand on fait des pétitions et que l'État ne s'exécute pas, qu'est-ce qu'on peut faire à l'État? On ne peut que se servir de cette pétition-là que pour faire des plaidoyers et demander à l'État de suivre un certain nombre de recommandations. Mais on ne peut pas, l'État est souverain, on ne peut pas mettre la pression sur l'État. Aimé a dit, quand on écoute cet auditeur-là, on a l'impression que, visiblement, malgré les efforts que vous déployez, il semble ne pas se reconnaître dans les efforts que vous déployez justement là pour obtenir des résultats. Il a l'impression qu'il n'y a pas de résultats. Et du coup, il parle même de crédibilité. Oui, je pense qu'il n'est pas seul. Je pense que pratiquement l'ensemble de ceux qui sont intervenus durant l'émission, on sent un peu quand même une certaine déception, une certaine nervosité. C'est normal. C'est aussi leur droit d'avoir ce sentiment. Même nous aussi qui sommes aussi sur cette table-là, je crois que nos sentiments aussi restent toujours, on est toujours sur notre soif de voir d'autres choses, de voir le Togo mieux que tel qu'il est. Je crois que c'est pourquoi je n'ai pas vraiment aimé le terme de force. Les rapports de force sont toujours en la faveur des autorités. Dans tous les États du monde entier. Dans tous les États du monde. Ce n'est pas seulement au Togo. Donc, c'est comment faire pour qu'on puisse quand même réduire ce déséquilibre de force et pouvoir arriver à attirer l'attention des autorités sur un certain nombre de faits. Je le dis, peut-être que les auditeurs peuvent avoir plutôt un autre regard. C'est pourquoi je propose toujours que les autorités, elles aussi, sont des citoyens dans le pays. Et que prenez toujours l'image de la roue qui tourne. Et donc, cette roue-là qui tourne peut quand même ramener tôt ou tard les mêmes débats que nous évoquons ici. Donc, c'est vraiment important d'être dans une dynamique et de savoir que quand même si parfois il ne voit pas des signes, il y a des indicateurs qui démontrent que il peut y avoir des lignes qui bougent, d'autres qui ne bougent pas, mais quand même, on ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas être déçu et dire, comme rien ne va, tout le monde va faire comme... En fait, vous avez évoqué la question de l'impunité, mais quand on évoque les droits de l'homme, cette année au Togo spécifiquement, ou 2 ou 3 ans, 1 ou 2 ans, depuis, c'est la question des libertés qui revient de plus en plus, notamment la liberté de manifestation. Je donnais la dernière illustration avec le meeting du Front citoyen Togo debout qui devait avoir lieu et que ces meetings qui finalement n'a pas reçu le blanc-seing des autorités sur cette question-là. Et comment est-ce que vous vous sentez? Bon, il faut reconnaître et être sincère. Les questions de liberté publique sont toujours sous le coup de la restriction. Je n'ai pas compris cette interdiction de ce meeting du Front citoyen Togo debout, puisque déjà l'objectif de ce meeting, je crois que ça va absolument dans l'intérêt de l'État, l'objectif étant de sensibiliser la population, les citoyens, contre l'extrémisme violent et le terrorisme.
Et donc, si c'est ça l'objectif, je ne vois pas en quoi ce meeting peut porter atteinte à l'État ou aux autorités. Et on a l'impression que l'espace civique est de plus en plus restreint ces derniers temps. Et il y a certaines catégories de personnes à qui tout est permis, tout est autorisé, et à d'autres catégories, tout est systématiquement refusé. Donc, il faut toujours nécessairement voir dans quel intérêt on organise les meetings pour pouvoir savoir. Vous l'avez bien dit, l'objet c'est de sensibiliser les populations de Lomé sur les questions de l'extrémisme violent. Voilà. Mais ce que pointe du doigt l'autorité, c'est que le Front citoyen Togo Debout n'aurait pas une base juridique. Oui, vous savez, le Front citoyen Togo Debout, je crois que c'est toute une panoplie d'associations qui se sont réunies au sein de ce front-là et qui ont déjà leur existence juridique à la base. Ce sont des associations qui ont déjà leur existence juridique. Et si tel est le cas, moi, je ne pense pas qu'on peut encore soulever le fait qu'il n'ait pas d'existence. Le Front citoyen Togo Debout même n'ait pas d'existence juridique à partir du moment où les associations qui composent ce front-là ont leur existence juridique. Donc, je ne sais pas quel débat, je ne fais pas partie du front, je ne sais pas comment les débats ont eu lieu, parce que j'ai cru entendre que les autorités avaient déjà eu à discuter à plusieurs reprises avec le Front citoyen Togo Debout, et en réalité, leur légitimité était déjà confirmée, puisque quand on ne reconnaît pas une association ou bien un groupement d'associations, on ne discute pas avec ce groupement. Les autorités ont déjà eu à discuter à plusieurs reprises avec le Front citoyen Togo Debout sur un certain nombre de choses. On les avait déjà autorisés à faire plusieurs manifestations. Et donc, je ne vois pas pourquoi sur ce meeting-là, on évoque encore ce cas, on ne peut plus leur... Vous êtes gêné par ce qui se passe. Absolument. Visiblement. Allô? 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 Bonjour. C'est Taufik. Taufik, vous revenez donc pour la dernière fois, pour que nous puissions évoluer avec d'autres... Allô? Oui. Je dis, oui. Depuis un certain temps, nous assistons dans la sous-région ouest-africaine à plusieurs coups d'État militaires. Et en même temps, nous avions aussi assisté à plusieurs coups d'État civils qui est institutionnel et constitutionnel. Maintenant, qui va régler ces problèmes? Merci. Mais Taufik, nous évoquons beaucoup plus les questions de droits de l'homme. Je ne sais pas si, là, tel que c'est posé, je ne sais pas si mes invités, là, quand je les regarde dans les yeux, je sens qu'ils ne veulent pas se prononcer sur la question. Mais est-ce qu'on peut parler de questions de droits de l'homme quand, par exemple, la Constitution n'est pas respectée, quand, par exemple, les militaires sont forcés, par exemple, à renverser un régime, comme ça se passe un peu partout dans la sous-région. Je vais écouter Aimé Adi là. Oui. Ça, oui, sur cette dimension-là, on peut se prononcer comme droit de l'homme. Parce que la Constitution, dans la plupart des cas, elle garantit un certain nombre de droits fondamentaux. Donc, quand la Constitution n'est pas respectée, les droits de l'homme aussi ne sont pas complètement effectifs sur le territoire. Et deuxièmement, c'est ce que je disais aux autres auditeurs qui avaient appelé, qui étaient un peu déçus et tout. Je leur dis que voilà pourquoi il faut en parler, la question des droits de l'homme. Ne pas baisser les bras. C'est parce que souvent, on attire l'attention des dirigeants sur le bien fondé de la justice, l'importance de la distribution équitable, qui sont des questions liées aux droits de l'homme. Et qu'elles ne comprennent pas que parfois on tombe sous le coup de tous ces aspects-là qui n'ont rien à voir avec la légalité ni les droits de l'homme. Donc, il faut faire en sorte que dans la société, les droits de l'homme puissent être respectés, les citoyens se sentent respectés et qu'on puisse avoir des cadres de discussion quand on n'est pas d'accord avec la manière dont le pays est dirigé, au lieu d'être obligé d'aller prendre la force pour mettre fin à des régimes qu'on connaît dans la sous-région. Amnesty International, c'est que vous publiez chaque année des rapports sur un certain nombre de pays. Très souvent, ces rapports accablent les autorités. Je ne sais pas, le dernier que vous avez publié sur le Togo
Mais globalement, sur le Togo, sur 2022, est-ce qu'on peut parler d'une situation qui, visiblement, a connu un certain nombre d'avancées et puis qui propose encore des défis à relever? Je pense que sur l'année 2022, l'élément fondamental qu'on peut relever, c'est le passage du Togo à l'examen périodique universel. Et donc, comme on l'a soulevé ici, sur ce plateau, cela démontre que les autorités, quand même, n'oublient pas les droits de l'homme. Même si dans les faits, parfois, c'est difficile, au moins, cette bonne volonté-là y est. Et donc, on peut la saisir quand même pour pouvoir bâtir d'autres engagements et voir comment on peut amener l'autorité à mieux faire. Et cependant, je crois que il y avait le problème ici tout à l'heure des questions de l'espace civique qui revient. Et je pense que l'année 2022 n'a pas été... On vient de sortir du Covid qui a connu aussi tous les problèmes en matière des droits de l'homme. Et au même moment, on rentre aussi sur les questions d'attaque djihadiste. Et donc, c'est un mélange qui en fait vraiment un vin, vraiment à ne pas consommer pour les fêtes, qui devient très compliqué. Et donc, je crois que c'est des problèmes sur lesquels on ne va pas hésiter à attirer l'attention des autorités parce que c'est important que les citoyens se reconnaissent dans son territoire. Moi, ce que je vois un peu de plus, les gens se plaignent beaucoup plus. Les gens sont très négatifs vis-à-vis de la manière dont le pays va. Et puis, malgré parfois des signes, des décisions qui sont prises par ici et par là, pour pouvoir calmer les esprits ou essayer de donner un peu quand même disons, des marques de considération vis-à-vis des citoyens, les gens n'arrivent pas vraiment à trouver des moyens de s'exprimer. C'est pas bien. Je pense que cela n'aide pas les autorités. C'est pas pour moi, c'est pas pour Amnesty, c'est pas pour le CACIT. C'est important d'arriver à cela. L'espace civique, c'est pas seulement pour les marches politiques. Ce n'est pas seulement pour des contestations. Comme on vient de le dire, l'objet même, par exemple, du meeting du Front Citoyen Togo, je crois que c'est ce que les autorités elles-mêmes demandent à tous les citoyens de sensibiliser contre l'extrémisme violent, de pouvoir, ou bien, je pense qu'il n'y a que certaines catégories ou certaines associations qui sont habilitées à le faire. Là, il faudrait aussi qu'on voit un peu une loi qui puisse nous le définir. Et moi, pour répondre à cette question sur les questions de l'espace civique, c'est là que j'invite chacun à pouvoir prendre au sérieux le processus d'adoption des textes dans le pays. Quand parfois on veut adopter un texte et qu'on en fait une priorité, les gens nous disent non, ce n'est qu'un texte, ce n'est pas prioritaire. Il y a d'autres priorités. C'est le texte, c'est la loi. Je crois qu'en amont, la loi togolaise, les dernières modifications qu'on a eues ne sont pas vraiment dans le bon sens. Depuis la loi Bodjona, tout ce qui est venu après n'a fait qu'enliser l'espace civique. Et cela n'aide pas vraiment à l'éclosion d'une société de dialogue. Alors que les autorités elles-mêmes le souhaitent en vue vraiment d'avoir un pays prospère. Et moi, je sais qu'il n'y a aucun développement dans lequel les citoyens sont divisés. Nous sommes à un moment où la question des droits de l'homme sont en but avec la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Vous aviez évoqué la thématique du meeting qui devait avoir lieu à Lomé, organisé par le Front Citoyen Togo Debout, un meeting qui est finalement interdit ou annulé. Mais comment concilier justement les libertés fondamentales et la lutte contre cet extrémisme-là? Oui, justement, nous, au niveau du CACIT, par exemple, pour la nuit des droits de l'homme, nous avons mis un thème qui dit « Face à l'extrémisme violent et au terrorisme, il faut renforcer les droits de l'homme ». Tout simplement pour dire que lorsque les citoyens ne sont pas dans une certaine cohésion sociale, lorsque les richesses ne sont pas équitablement partagées entre la population, lorsque les gens, au moment où certains ne trouvent pas à manger, d'autres amassent pour le gaspiller, il y a une certaine frustration. Et donc, lorsque certains sont brimés et leurs droits ne sont pas respectés et qu'il y a frustration, il serait difficile qu'on puisse être ensemble pour pouvoir combattre les droits de l'homme. D'où la nécessité pour chacun de nous de prendre conscience du phénomène. À partir du moment où nous sommes face à cet extrémisme violent, à ce terrorisme, il faut qu'on
conforte les droits de tout un chacun, les droits des hommes. Il faut que les droits de chacun puissent être respectés. Et ensemble, c'est dans ces conditions que nous pouvons combattre ce terrorisme. Aujourd'hui, au nord du pays, par exemple, les mouvements des populations sont très restreints. Et il faut nécessairement que l'État puisse mettre les structures pour permettre aux gens de continuer à vivre dans ce milieu. Il faut que l'État prenne des dispositions, des mesures en faveur de ceux qui sont dans le nord et qui sont plus exposés à cet extrémisme violent, à ce terrorisme-là. Il faut qu'on leur reconnaisse leur droit de pouvoir manger au moins 2-3 fois par jour. Il faut qu'on leur reconnaisse le droit de pouvoir se soigner. Quand les gens sont dans une certaine condition, où ils sont également à l'aise comme individus, je crois qu'ils ne peuvent pas, ils sont disposés à combattre cet extrémisme. La lutte contre le terrorisme ne doit pas fermer la porte au respect des droits de l'homme. C'est la question, c'est en réalité ce que vous voulez dire. Il y a cette question de Didoula Sidiopé qui pointe du doigt la situation dans les prisons civiles du pays. Il dit, pensez-vous que les politiques mises en œuvre des dits politiques des prisons civiles respectent les valeurs des droits de l'homme au Togo? En fait, je pense qu'il veut parler de la surpopulation carcérale. Oui, des normes en réalité. Est-ce que vous, par exemple, qui visitez souvent les prisons, là on sait que le Togo s'est engagé à construire une nouvelle prison. Je crois que c'est pas très loin de loin. On parle d'une nouvelle prison. Jusqu'à présent, je ne sais pas si la première pierre même a été posée pour cette prison. C'est vrai qu'on le dit, on fait des... Oui, au moins on en parle. On en parle, même le ministre de la Justice en avait parlé. On parle de Dalavé en fait aussi, mon mémoire. Mais est-ce qu'encore faudrait-il qu'on pose la première pierre pour qu'on puisse voir évoluer cette prison? Parce qu'on parle de cette situation-là, ça fait déjà plusieurs années. En attendant que la pierre ne soit posée, que les travaux ne commencent, quelle est la situation brièvement aujourd'hui dans les prisons? C'est clair que la situation est désastreuse dans les prisons du Togo aujourd'hui, plus précisément à la prison de Lomé. Les conditions de détention sont vraiment déshumanisante. Et je crois que les autorités en sont conscientes. Je crois que c'est vrai, de temps en temps, on libère des gens, mais ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème. La population carcérale est vraiment je ne sais pas comment, en une puissance exponentielle très, très élevée. Et donc, il faut qu'on revoie la situation, sérieusement. Il y a eu cette année cette amnistie, ou au nom plutôt de cette libération qui ont été faites dans la grâce présidentielle, les 364 prisonniers qui ont été sortis. Là, mais en fait, sur cette libération, il y a des questions qui sont soulevées, notamment la spécificité ou la situation de certains acteurs comme Dimoré, par exemple, on en avait parlé, Jean-Paul Ouboulou, on en avait parlé également. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, qu'on puisse, vers la fin de cette année, prendre une décision spécifique pour cette catégorie de personnes? Je crois que ces personnes dont vous parlez, c'est vrai, l'autorité a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de détenus politiques, mais il faut reconnaître quand même que c'est des gens qui sont en détention pour des faits liés à la politique. De toutes les façons, il faut le reconnaître. Et je crois que lorsqu'on veut amnistier les prisonniers, on doit pouvoir penser a priori à ces personnes. Parce qu'en réalité, c'est des gens qui sont en détention pour avoir exprimé des pensées. Ça, il faut le reconnaître, il faut l'admettre. C'est des gens qui sont en détention pour avoir exprimé des pensées politiques ou autres, mais quand même qui ont exprimé leurs pensées. Aujourd'hui, on libère des gens, parfois même qui sont des criminels, surtout en ces périodes. Ne reprochons pas à l'autorité d'avoir libéré les gens, parce que la population, c'est vrai qu'elle est énorme, mais quand même, il faut faire la part des choses. On ne va pas libérer des délinquants qui, en période de fête, vont continuer par agresser des gens, vont continuer par braquer des gens, au détriment des gens qui ont exprimé tout simplement leurs pensées.
je crois que l'autorité doit faire la part des choses. Et je ne sais pas par quelle sélection ou bien par quels critères on a libéré ces personnes, mais je crois que la priorité doit être donnée à ceux qui ont exprimé des pensées et qui sont en détention. Il y a cette question qui est envoyée par Bertrand. La question, c'est à Amnesty, en fait, le représentant d'Amnesty International. Et Amnesty International a-t-il une base secondaire à l'intérieur du pays, c'est-à-dire à Dapan, à Kara, Siwi? Quelles sont les difficultés en fait, est-ce que d'abord vous avez des représentations à l'intérieur? Oui, on a ce qu'on appelle des groupes locaux à l'intérieur du pays, qui sont des militants qui travaillent beaucoup plus pour la promotion des droits de l'homme. Voilà. Donc, oui. Tout court. Tout court. Il nous reste 5 minutes, 4 ou 5 minutes pour finir cette émission. Il y avait, par exemple, sur cette année 2022, liée à l'EPU, la question spécifique des LGBT. Et le Togo était resté ferme par rapport à cette question-là. Je ne sais pas, quelle est votre position? Vous qui êtes des militants d'un monde beaucoup plus libre, vous vous battez pour la liberté. Est-ce que vous pensez que cette question-là, vu les traditions africaines et togolaises, est-ce que finalement c'est une question qu'il faudrait prendre à bras le corps? Moi, je ne pense pas que c'est une question à prendre à bras le corps ou pas. C'est que c'est une question des droits de l'homme, mais les autorités togolaises ont dit non. Voilà, elles ont dit non. Comme on l'a dit, on n'a pas une pression à mettre, on n'a pas une force pour ça. Elles ont dit non. Et c'est certains pays qui ont posé. Ce n'est pas forcément des pays occidentaux, comme les gens ont l'habitude de le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de pays d'Amérique latine aussi qui souvent abondent dans ce sens-là. Bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, les autorités ont dit non. Ben, voilà. Seulement, c'est qu'il faut voir sur le terrain la situation de voir. Mais les autorités ont dit non. Voilà, on s'en tient à cela. Voilà. Oui, comme l'a dit M. Adi, entre-temps, les droits de l'homme, c'est une matière qui évolue. Et pour l'instant, le Togo marche selon son évolution en ce qui concerne la question de LGBT. Et je crois que le Togo a noté. Et nous, comme acteurs également, nous avons noté, comme le Togo. Et nous verrons comment ça va évoluer. On appréciera. Bien, merci. J'ai compris que vous n'êtes pas prêt à vous battre pour les homosexuels. C'est finalement la question qu'on peut retenir. Non, on n'a pas encore dit ça. C'est ce qu'on peut lire dans vos différentes prises de position. On va finir cette émission. Je vous disais que je reviendrai forcément sur la question la Coupe du Monde, la question de la Coupe du Monde de football. Je sais qu'au début de cette émission, c'est Meyadi qui dit qu'il ne s'intéresse pas trop. Je ne sais pas si c'est la même situation au niveau non, moi par contre, je m'intéresse au football, sauf que ces derniers temps, je n'ai pas trop le temps de m'y accrocher. C'est vrai que depuis que ce mondial a commencé, je n'ai pas vraiment eu le temps de suivre les matchs, sauf que je reçois quand même les échos. Et je sais que sur le continent africain, nous avons 5 équipes, si je ne me trompe pas, qui ont participé. Il ne reste que le Maroc qui est encore compétitif pour le moment, qui va en demi-finale, je crois, et qui représente toute l'Afrique. Nous ne pouvons que l'encourager pour aller de l'avant. Pour les autres équipes, malheureusement, le Togo, depuis un moment, ne parle plus vraiment du football à l'international. Nous ne pouvons que supporter et encourager le Maroc, même s'il est encore loin de nous. Bien, merci. Le Maroc qui jouera donc sa demi-finale mercredi face à l'équipe de France. Et l'autre demi-finale, c'est entre l'Argentine et la Croatie. Je vais passer la parole à Adi pour son mot de fin. D'accord, merci. Merci encore une fois pour cette tradition que vous respectez à Pyramide FM. Ça veut dire que vous êtes vraiment une radio des droits de l'homme, donc en célébrant avec nous cette journée.
Et je voudrais aussi peut-être aussi remercier tous ceux qui ont appelé. C'est une marque de considération pour nous. Nous n'étions pas là pour leur donner des réponses totalement toutes faites, mais on espère que prochainement nous aurons l'occasion de pouvoir les aider. Et je voudrais finir aussi en disant quelque chose. Vous voyez, le rosier, hein, le rosier, vous trouvez aussi des épines sur le rosier. Mais au même moment, c'est aussi le rosier qui donne aussi des roses, hein, les plus belles qui puissent exister. Donc, parfois, je finis toujours par philosopher, hein, pour la réalité des droits de l'homme dans nos États. C'est qu'il faut toujours prendre parfois les choses, soit en mauvais ou en bon, mais de toute manière, se battre toujours pour que ça soit mieux. Bien, merci. Un mot? Oui, je voudrais tout simplement exhorter nos autorités à faire encore plus d'efforts dans la consolidation des droits de l'homme. Le défi reste toujours grand et le défi est énorme sur tous les plans, en matière de gouvernance, en matière d'impunité, en matière de sécurité, en matière de corruption, ainsi de suite. Le défi est grand. La justice sociale, nous exhortons vraiment les autorités à prendre à bras le corps la question des droits de l'homme pour que le Togo puisse avancer. Bien, merci, Maître Claude Améguin. Je rappelle que vous êtes de CACIT Togo. Merci à Aimé Adi de l'Amnesty International Togo. Cette émission s'achève, elle va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19 h. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Atioubé. Au revoir.